Une comète, au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher du Soleil, elle va devenir de plus en plus active. Et vous allez avoir deux queues qui vont se développer. Vous allez avoir notamment une queue dite de poussière, qui se fait dans le prolongement de la trajectoire de la comète, et vous pouvez, au bout d'un moment, distinguer une autre queue, une queue d'ion. Parce qu'en fait, ici, vous avez principalement... Donc, ici, c'est de la poussière, ici, c'est l'effet du Soleil sur le gaz émis par cette comète. Alors, on va démarrer l'histoire. C'est finalement, bon, je commence avec les comètes, mais où commence l'histoire? Alors, cette histoire des comètes commence avec le disque protoplanétaire. Donc, qu'est-ce que nous avions au début, avant même la formation du système solaire, avant même les planètes? Alors, au début, vous commencez avec un disque de gaz qui commence à accréter de la matière, et au milieu, vous avez notamment une étoile qui est en train de naître. Alors généralement, on ne l'appelle pas directement étoile, mais on l'appelle proto-étoile. Proto pour prototype, c'est le commencement. Vous avez un disque de gaz, vous rencontrez différentes conditions de pression et de température dans ce disque. Ici, notamment, lorsque vous êtes près de l'étoile, notamment, il fait plus chaud. Ici, vous avez donc 1500 Kelvin, il fait environ 1200 degrés. Plus vous allez vous éloigner du centre de l'étoile, plus vous allez vous refroidir, mais en fonction des conditions de température, vous allez avoir une chimie différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir des réactions qui nécessitent une chaleur élevée et d'autres qui nécessitent peut-être qu'il fasse plus froid. Donc la chimie est différente en fonction que vous vous trouvez ici ou ici. Là, c'est pour la partie de droite. Sur la partie de gauche, là, dans ce disque de poussière et de gaz, vous allez commencer à faire des agrégats. C'est-à-dire vous allez commencer avec des particules assez petites qui vont commencer à se coller ensemble, puis vous allez avoir du millimètre. Le millimètre va s'agrandir pour donner du centimètre, et petit à petit, on va grossir. Et là, vous allez démarrer tout ce qui est planétésimaux. Et là, ce qui est important, c'est que vous avez une ligne. Alors cette ligne s'appelle la ligne de glace. C'est-à-dire que quand vous passez de cette ligne-là, votre eau, qui est sous forme vapeur ici, va automatiquement passer sous forme glace. Vous ne passez pas par la transition liquide, ici, dans ces conditions-là, vous passez directement des conditions vapeur à des conditions solides. Et justement, la formation des comètes va commencer dans cette partie-là, parce qu'une comète, je vous ai dit, c'est avant tout de la glace d'eau. Alors, on a formé les comètes, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a dans notre système solaire? On a juste 8 planètes, pardon. Quand même. Et vous n'avez quasiment plus de poussière ou de gaz entre ces planètes. Alors, où sont passés tous ces petits grains? Alors, soit ils sont devenus une planète, évidemment, soit ils se sont fait éjecter. Alors ici, par exemple, vous avez un exemple de disque protoplanétaire où vous avez le démarrage, justement, de la formation de quelques planètes, ici. Donc ici, ça a été une image prise par ALMA. Vous avez un disque de poussière. Ici, vous avez une étoile qui est en train de naître, et là, vous avez comme des sillages. Ces sillages, ce sont des sillages faits par les planètes qui commencent à se former et qui commencent à récupérer, à agglomérer de la matière. Alors que se passe-t-il entre la phase formation du disque protoplanétaire et système solaire à l'heure actuelle? Alors, quand vous avez commencé à construire vos planètes, donc là, vous commencez à avoir des planètes. Là, par exemple, je ferai attention, donc vous mettez petit à petit, vous mettez Jupiter, Uranus, Neptune, je crois qu'il y a eu un inverse, pardon, excusez-moi, je vais rejouer la vidéo parce que sinon, hop. Ah, excusez-moi. Est-ce que ça se lance? Ouais. Donc, vous commencez à former vos planètes, vous avez encore quelques petits bouts pas trop lourds. Alors par exemple, ici on démarre, on a Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Alors on fera attention à ce moment-là à l'ordre des planètes. J'ai mis Neptune avant Uranus. Mais que se passe-t-il? Alors ici vous avez plein d'objets, des planétésimaux, et vous avez le temps qui passe ici. Alors je ferai attention à 800 millions d'années. Voilà ce qui se passe. Boum. C'est-à-dire ici vous avez l'effet de migration, vous avez Neptune qui s'éloigne, Uranus qui se rapproche, et en même temps vous avez un effet de ménage. C'est-à-dire que tous les petits corps, on les renvoie très loin. Là c'est une même simulation, mais on garde l'ordre habituel.
vous remarquerez que toutes les planètes sont faites très proches de l'étoile. Remarquez aussi bien ça, c'est-à-dire que toutes les planètes tiennent dans 10 UA. Et par contre, lorsque vous allez atteindre 800 millions d'années, poum, vous avez éjecté tous vos petits corps. Donc imaginez maintenant que tous ces petits corps soient les comètes. Les comètes, dans ce problème-là, vont être propulsées, évacuées très loin de l'étoile. Alors, à l'heure actuelle, la question est, où trouve-t-on ces comètes? Alors, ces comètes, je pars ici, donc je vois pas très bien, oui c'est Jupiter ici, donc là vous avez la ceinture d'astéroïdes, vous prenez le même carré, vous zoomez. Donc ici vous avez l'orbite très excentrique qui est l'orbite de Pluton. Là, vous remarquez que quand on zoome ici, on a encore un autre corps, un énorme corps, alors astéroïde, on ne peut pas vraiment appeler ça d'astéroïde, mais c'est de la taille équivalente à Pluton, c'est Sedna, qui a une orbite très excentrique, qui est là. Et là, vous voyez que vous avez Sedna au milieu d'un grand nuage. Ce grand nuage, ça s'appelle le nuage d'Oort. Ce nuage d'Oort constitue le gros réservoir en comètes. Alors je précise qu'on est incapable de voir directement dans le nuage d'Oort et de détecter les comètes dans ce nuage d'Oort. C'est avant tout hypothétique, mais au vu des trajectoires des comètes qu'on a observées dans le temps, on se dit, tiens, j'ai un nuage qui contient potentiellement des comètes ici. Là, vous avez la ceinture de Kuiper, juste ici, et vous remarquerez qu'ici, que l'échelle n'est pas linéaire. Ici, j'ai 10 UA, 100 UA, 1000 UA, et là, j'ai 100 000 UA. Donc le nuage d'Oort est un nuage qui s'étend à un quart du chemin, voire à la moitié du chemin avec Proxima du Centaure. Donc c'est vraiment un gros nuage. Il contient énormément de comètes, et de temps en temps, une comète est un peu perturbée et va descendre vers l'intérieur du système solaire. Donc il faut se rendre compte que ça met quand même aussi beaucoup de temps. Donc ce que je vous ai montré avant, c'est que tous les petits corps vont être éjectés très loin, mais en même temps, ils restent potentiellement sous l'influence du Soleil. Et ils restent gravitationnellement influencés par le Soleil, et du coup, ils restent à proximité. Façon de parler. Alors, là, je vous ai parlé où trouve-t-on des comètes, comment elles se sont retrouvées là. Alors, des comètes, on en a un bon paquet maintenant. On en a identifié plus de 6000. Vous avez notamment 350 comètes avec une période inférieure à 200 ans, c'est-à-dire que toutes les comètes ne sont pas périodiques. Je le dis tout de suite, il y a des comètes qui ne font que passer une fois à côté du Soleil, deviennent actives et ensuite, alors soit aussi elles peuvent se cracher. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, mais il y a quelques années, il y avait la comète Shoemaker-Levy qui s'est écrasée sur Jupiter, qui s'est fragmentée et s'est écrasée dessus. Vous avez aussi la comète Pan-STARRS, qui devait passer près de la Terre il y a, je crois, en 2014 ou en 2015, mais malheureusement n'a pas survécu à son passage à proximité du Soleil. Donc, de temps en temps, vous avez un peu de chance et vous pouvez tomber sur une comète qui passe près de la Terre et vous donne ce magnifique spectacle. Alors, des comètes, qu'est-ce qu'on en sait? Des comètes, on en a visité. Alors, la première d'entre elles, c'est la comète de Halley. Donc je reviendrai plus tard sur l'aspect, vite fait, sur l'aspect historique de cette comète, parce qu'elle est connue depuis des temps assez anciens. On a d'abord visité la comète d'Halley, on n'y est pas allé qu'une fois, on y est allé avec une armada, ce qu'on appelle Halley Armada. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, à chaque fois, à quelques jours d'intervalle, on a envoyé 5 satellites, et chaque satellite permettait de recorriger la trajectoire du suivant pour lui dire « fais attention, Halley n'est pas là, mais Halley est un petit peu plus loin ou un petit peu plus près ». Donc à chaque fois, de fil en aiguille, chaque satellite a permis d'améliorer la trajectoire du suivant. Et ce qui a permis à Giotto, au lieu des 5000 km de la comète prévue, Giotto a survolé Halley à 500 km. Donc c'est un travail, je dirais, international, parce que Giotto, c'est une mission ESA. Comme vous le remarquerez, Soisei et Sakigake, c'est des missions japonaises. Et vous avez les sondes Vega qui sont, je crois, russes. Donc c'est quand même un bon travail à ce niveau-là. Et ça date de 86. Bon, personnellement, j'étais pas né. Donc ça date. Ah bah oui. Ah, désolé.
Et donc, alors, toutes ces comètes ont des morphologies très différentes. Comme vous le voyez, ici, vous avez Halley qui commence à éjecter. On ne voit pas très bien le noyau, mais je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo où on voit un peu plus près le noyau de Halley. Ici, c'est la comète Borrelly, donc 19P Borrelly. Alors là, pour ceux qui ne sauraient pas, le nombre et le P signifie tout simplement c'est la 19e comète découverte et qui a une période inférieure à 200 ans. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'heure actuelle, le problème c'est que pour savoir si une comète est périodique de 200 ans ou non, il faut qu'elle revienne. Et le problème c'est qu'on a commencé il y a moins de 200 ans, donc on fait pour l'instant que 200 ans. Alors cette comète a été survolée par la mission Deep Space en 2001. Ensuite, vous avez la Stardust. Peut-être que vous en avez entendu parler. Stardust avait pour but de récupérer dans de l'aérogel, donc en fait une sorte de colle transparente, de récupérer des grains cométaires. Donc ici, vous avez un exemple de ça. Donc en fait, le grain pénètre dans l'aérogel et laisse une traînée dans laquelle il est stocké, il est absorbé, et Stardust est revenu. Alors, Stardust, on aurait plutôt dû l'appeler Comet Dust, mais vous voyez, c'est plutôt sphérique. Donc à chaque fois, j'aime bien vous montrer les différentes images, les différentes morphologies. Il ne faut pas croire qu'une comète, c'est en rond. En tout cas, on a la preuve après. Ensuite, vous avez eu la mission Deep Impact. Donc ici, on a survolé 9P Temple 1. Et ici, Deep Impact, c'est, bon, on va faire la méthode un peu bourrine. Je lâche une grosse masse sur la comète et je regarde ce qui se passe. Donc ici, vous avez la vue depuis l'orbiteur, qui a lâché la grosse masse, et là, vous voyez les images depuis cette masse. Donc vous voyez, elle va arriver jusqu'à la surface, et là, bon, forcément, elle est morte, et là, vous voyez l'impact que ça a fait. Et ça a même pu être vu plus ou moins avec les observatoires. Et enfin, c'est pas la dernière, mais vous avez la mission Hypoxie. En fait, Hypoxie, il me semble que c'est la mission précédente, mais qui a été renommée juste après avoir lâché la grosse masse. Donc là, on a survolé 103P Hartley 2. Donc si vous voulez revoir là, vous voyez bien, là, ça émet pas mal de gaz, mais vous voyez à chaque fois, on arrive très vite. Alors oui, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que toutes ces missions-là, on est arrivé très vite de près de ces corps-là. Par exemple, Halley, on est arrivé à plus de 60 km par seconde. Donc vous imaginez, on arrive, on passe, on essaye de prendre le plus vite possible toutes les données, mais on est incapable de ralentir pour pouvoir se mettre en orbite autour de ces comètes-là. Et enfin, la plus belle de toutes, 67P Churyumov-Gerasimenko, donc découverte par Klim et Svetlana en 1969. Donc c'est Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko que vous avez sur cette image-là, découverte en 1969. Donc à l'époque, pour détecter une comète, on pointait, on mettait une plaque photographique, on laissait poser pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, et ensuite on regardait les points et on se disait « Ah tiens, ce point ne devrait pas être là, ne devrait pas être sur cette carte, sur la plaque photographique », et on dit « Ah bah tiens, c'est sans doute une comète ». Alors, petit historique sur les comètes, vite fait, j'aime bien mettre un petit morceau d'histoire, notamment en ce moment parce que je travaille en Angleterre, et pourquoi pas parler d'histoire France-Angleterre. Alors pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, il s'agit de la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, c'est une tapisserie du Moyen-Âge qui décrit notamment quelques scènes médiévales, et notamment, elle décrit la bataille d'Hastings, donc au moment où les Normands ont commencé à envahir l'Angleterre. Alors, vous pouvez voir là, en haut, une petite boule de feu. Et cette boule de feu, il s'agit de notre cher Halley. Donc en fait, Halley est connu pour être la première comète reconnue en tant que telle. C'est-à-dire, Halley, il a dit, en fait, Halley, à l'origine, il a regardé les livres, et il a dit, tiens, c'est bizarre, il y a une boule de feu qui est revenue tous les 76 ans, 3 fois d'affilée. Il s'est dit, tiens, puis on venait, Halley, c'est juste après la période des lois de la gravitation, de Newton, Kepler, et Kepler notamment, l'une des lois de Kepler, c'est vous devez avoir des orbites périodiques de tout corps qui voyagent dans le système solaire. Et c'est l'une des meilleures vérifications justement de ces lois-là. C'est-à-dire que vous avez des corps qui reviennent périodiquement. Alors, maintenant qu'on sait que ces comètes sont périodiques, par exemple pour Halley,
C'est que vous allez dire, ah bah tiens, si elle revient tous les 76 ans, je vais prendre mon journal, et je vais remonter tous les 76 ans, je vais voir ce qui s'est passé. Et en fait, on peut remonter comme ça, qu'en fait, finalement, la première mention de Halley, c'est en 611 chez les Chinois, avant Jésus-Christ. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Mais on sait maintenant que dans tel écrit, c'était des comètes. Alors, forcément, Halley, ici, est représenté, était signe de mauvais ou de bon présage, forcément pour l'un des deux camps. Il a été de bon présage pour le côté français, car c'est à partir de ce moment-là que les Normands ont envahi toute l'Angleterre et ainsi conquis tout le territoire. Alors, ici maintenant, je vous présente, c'est le survol de la comète Halley. Donc Halley, on l'a survolée en 1986. Donc je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu parce que... Attendez. Donc ici, on a mis plusieurs images d'affilée. Ici, vous avez la distance, le temps qui défile, et on a mis une séquence d'images. Et donc voici les premières images qu'on a eues d'une comète. Donc vous voyez, vous avez... Alors, le survol d'Halley aussi, à cette époque-là, s'est fait au moment du périhélion, c'est-à-dire au moment où Halley était le plus proche du Soleil, donc au moment où vous aviez la plus forte activité de cette comète-là, et c'était environ à 0,5 AU. Donc Halley était une comète très, très, très active, en comparaison de ce qu'on pourrait avoir avec 67P. Donc c'est pas forcément des images très connues, parce que, et encore ces images-là, cette vidéo-là n'a été créée que récemment. C'est-à-dire on a processé toutes les images, et voilà ce qu'on avait. Alors forcément, ça peut vous paraître pas extraordinaire, mais je voudrais rappeler que c'est quand même, ça date de 86. Il faut aussi se dire ce qu'on était capable de faire. Imaginez, c'est un peu utiliser un lance-pierre. On essaye d'aller très loin, c'était pas évident. Et on a réussi. Ils ont réussi. L'ESA a réussi dans cette course-là. Donc distance, vous voyez, vous allez tomber à 500 et quelques, et ensuite on va s'éloigner. Donc le passage est fait à 60 km par seconde, très rapide. Alors, voici les premières images et aussi les premières données éventuelles qu'on avait de comètes. Alors ici, je vous ai représenté tous les gens impliqués justement dans Rosetta, parce que je me suis dit, c'est généralement les gens qu'on oublie, malheureusement. Certains sont impliqués sur ces missions-là depuis 40 ans. Il y a des gens qui étaient sur Giotto qui sont maintenant sur Rosetta. Là, vous avez énormément de monde. Je rendrai surtout hommage, je veux dire surtout à Matt Taylor, qui est le project scientist de Rosetta. Donc c'est lui qui est en charge de coordonner toutes les équipes scientifiques. Et c'est notamment lui qui a poussé, je pense, le plus la vulgarisation au sujet de Rosetta. Je pense que Rosetta ne serait pas aussi connu s'il n'y avait pas eu Matt Taylor. Donc, ici, vous avez surtout des responsables d'instruments. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde impliqué. Et là encore, vous pouvez voir, il y a quand même du monde. Alors Rosetta, voilà ce que c'est. Voici la mission Rosetta. Donc maintenant, je vous ai parlé des missions précédentes, pas ce qu'on savait vraiment, mais ce qu'on avait fait auparavant. On avait quand même visité des comètes, mais comme ce fut des instants brefs, on est arrivé, on a traversé, on a pris des données, ça s'est arrêté. Donc on a eu des données de l'ordre de quelques heures. Maintenant, le but, c'est de se dire, bon, quelques heures, je voudrais quand même pouvoir avoir 1 an, 2 ans, éventuellement. Donc ici, c'est Rosetta. Donc vous voyez, ici, vous avez chaque instrument impliqué, vous en avez beaucoup. Là, vous voyez, ici, sur la droite, là, vous avez une maquette de Philae sur la scène. Et Philae, c'est ça. C'est ici. C'est-à-dire, c'est de la taille ici. Donc normalement, ici, c'est pas à l'échelle. Donc ici, c'est plus la taille d'une machine à laver. Donc ça pèse son poids, quelques centaines de kilos. Et il était fixé sur Rosetta pendant son trajet. Alors, moi, je travaille surtout sur cet instrument-là, DFMS, Rosina DFMS, qui est le nez. C'est lui qui renifle la comète, c'est lui qui dit ah bah tiens, j'ai détecté ça, tiens, ça sent le soufre, tiens, ça pue, ça sent l'ammoniac. Donc c'est lui qui va vous donner toutes les caractéristiques du gaz de 67P. Alors, avant d'aborder Rosetta, avant de suivre sur cette découverte-là, je parlerai notamment du trajet de Rosetta.
Donc, comment vous pouvez le voir ici, la mission Rosetta a démarré, a été lancée en 2004, et elle est arrivée en 2014. Donc c'est quand même une mission qui est restée 10 ans dans l'espace, en s'aidant notamment une première fois, 2 fois de la Terre. Donc ici, on utilise le principe d'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire je m'aide des planètes pour gagner en vitesse. Donc je vais m'aider des différentes planètes, notamment quand on va aller loin dans le système solaire, on s'aide de Jupiter parce que c'est une grosse planète, mais on peut s'aider de Mars, on peut s'aider de la Terre. Donc ici, notamment, on s'est aidé 2 fois de la Terre, 1 fois de Mars, 1 fois de la Terre, et ensuite on a fait ce trajet assez long pour attraper la trajectoire de la comète qui est représentée ici. Voilà. Et là, en fait, on a attrapé 67P à 3,2 UA, 3,6, et on l'a laissé environ ici à 2 UA. Du coup, on l'a quand même attrapé sur ce morceau-là de trajectoire pendant 2 ans. Alors, en comparaison, 67P est une comète qui est liée à Jupiter et donc qui revient ici, donc qui a plutôt une orbite comme celle-ci. Je veux dire, ici, vous le voyez, elle passe pas très loin de Jupiter, elle croise l'orbite de Jupiter et du coup, ça met environ 6,4 ans. Donc, on a observé on a 2 ans de données de 67P au regard des 6,4 ans d'orbite autour du Soleil de cette comète. Alors, ici, juste une petite image pour le premier flyby. Donc ça, c'est le premier flyby, c'est le flyby de Mars. Donc ici, vous avez 67P qui passe au travers de Mars. Au passage, on prend une petite photo, ça fait toujours plaisir. On dit coucou. Et lorsqu'on a... Alors, forcément, on ne l'a pas laissé allumer, ce Rosetta. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en mode pause. Et en 2014, on la réveille. 20 juin 2014, on a le bon goût d'avoir Rosetta qui nous fait un petit coucou et qui nous dit salut, salut, hello world. Je pense que c'est tous les gens qui sont fans de programmation, mais bizarrement. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment on a exploré cette comète. Parce qu'on n'est pas juste arrivé, on n'a pas juste tourné en rond ici. Donc ici, vous avez les dates. Le 6 août, arrivé à 100 km. 10 août, alors ici, on ne fait pas des cercles. Hein, pourquoi s'embêter? On fait des triangles. Hein. En termes de manœuvre, c'est toujours plus facile. Non, ici, je ne connais pas au niveau ESA. De toute façon, on n'a pas accès à ces données-là. On n'a pas le droit de le savoir. C'est des choses que garde l'ESA pour elle, mais je ne pourrais pas vous dire quelle est la raison de ces triangles. Et ici, donc petit à petit, on va se rapprocher tranquillement, doucement. Les dates avancent. 27. Alors ici, c'est 2014, hein. Je précise. Donc ici, transfert. Donc là, premier coude. Là, on avance tranquillement, doucement, et on va petit à petit se rapprocher, parce que le but quand même, c'est de se dire, j'ai quand même envie d'être assez proche, pas seulement à 50 km, mais j'ai envie d'être à 20 km, voire 10 km. Donc c'est vraiment essayer de comprendre vraiment ce qui se passe près de la surface pour avoir les meilleures images et les meilleures données. Donc ça c'est le début de mission. Je vous montrerai plus tard toute la mission, qui peut donner un peu le vertige. Alors voilà, le premier selfie de Rosetta avec 67P. Et là, il y a un petit frisson, parce qu'à l'origine, donc on se dit, à l'origine on pensait que c'était ça. On s'est dit, d'après, en fait, généralement on observe les comètes, et en fonction de la lumière émise par ces comètes, on peut essayer de reconstruire plus ou moins la forme géométrique de cette comète. Et on voit que quand on a vu ça, et quand on a vu ça, quand on compare avec ce qu'on pensait, on s'est dit, bon, bah, raté. Donc il y a tout à refaire. Non mais, la science avance comme cela, mais c'est bien aussi de se dire, tiens, j'ai construit mon modèle, ah tiens, je vais faire ça, puis de se rendre compte que ça ne marche pas du tout. Donc comme ça permet, du coup, on se remet facilement en question via ces choses-là. Alors ici, maintenant, là, c'était l'arrivée. Maintenant, je vais montrer
toute la trajectoire. Et vous allez voir, c'est pas simple. Donc ici, on arrive à la comète. Donc, première caractérisation de la trajectoire. Vous avez la direction du Soleil sur votre gauche, vous avez la distance en haut à droite et vous avez la date. Et là, vous allez commencer à faire des trajectoires circulaires. Alors, on a eu quelques soucis avec Rosetta. C'est Rosetta, pour s'orienter, utilise les étoiles, comme nous on le faisait sur la mer. Donc, Rosetta, un système de navigation qui pointe sur des étoiles extrêmement brillantes et qui dit « Ah bah tiens, toi je te reconnais, donc si tu es là et toi tu es là, bon, je connais mon nord, je connais mon sud, je connais mon est et mon ouest, c'est parfait. » Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'il y ait beaucoup de poussière au point où les caméras et les senseurs n'étaient plus capables de voir les étoiles. Et là, on a ce qu'on a déclenché un safe mode, un mode de sécurité, et le satellite, d'un coup, il éteint tout, on stoppe tout, je m'éloigne. Puis après, on reprend tranquillement on le rallume, tout doucement, on regarde si tout va. Si les instruments n'ont pas pris trop de dégâts, parce qu'aussi la poussière a tendance... Alors vous voyez ici, on est allé loin. On est allé genre plus de 1000 km. Donc le but aussi, c'est que les comètes, comme elles ont des trajectoires très bizarres et assez excentriques, elles ont des saisons. Donc en plus, je veux dire, c'est qu'en comparaison des planètes, les planètes n'ont pas de réelles variations dues à la distance au Soleil. Ça, généralement, ça arrive très peu. Vous avez quelques variations, mais c'est minime. Ici, vous avez quand même un corps qui a des étés très chauds dans l'hémisphère sud et très courts, mais qui a un hiver très long et très froid aussi dans l'hémisphère sud. Donc les saisons sont complètement asymétriques. L'avantage de la Terre, c'est que c'est relativement, 6 mois au-dessus, 6 mois en dessous de l'équateur. Ici, ce qui se passe, c'est que c'est à cause de son orbite et de ses caractéristiques, c'est que c'est clairement pas comme ça. Donc il y a clairement des différences de température entre au-dessus de l'équateur, on va dire, et en dessous de l'équateur. Donc ici, vous voyez, bon, on a voulu la regarder en long, en travers, de loin, de près, été, hiver. Et enfin, alors là, on est juste en décembre. Donc généralement, on n'essaye pas d'avoir des orbites circulaires. Parce qu'en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant la comète, comme elle n'est pas à symétrie sphérique, comme ce n'est pas une boule, bah, il y a aussi des caractéristiques au sein de la surface qui dépendent tout simplement de la position à laquelle je suis. Donc il y a plusieurs facteurs ici. Il y a la distance au Soleil, il y a la saison, et il y a quel point je regarde sur ce corps-là. Et là, vous avez encore une excursion à plus de 600 km. On revient, on fait encore des trajectoires assez bizarres, close flyby, donc un survol de très près, 10 km, et là, tranquillement, on recommence à avoir des orbites de plus en plus circulaires, ici. Là, on fait une ellipse, ici, et là, vous allez bientôt arriver vers la fin de cette vidéo, donc on va arriver le 30 septembre. Donc ça, c'est l'orbite finale. On va petit à petit se rapprocher, parce qu'on a décidé, ça a été un choix, je pense que ça a été un bon choix, c'est de se dire, est-ce qu'on laisse tourner Rosetta jusqu'à ce qu'on n'ait plus de contact, ou est-ce que je décide d'aller sur la surface et de m'écraser? La question a été directe, c'est de se dire, je vais m'écraser dessus. Alors maintenant, on évite... alors, il faut aussi penser, c'est que ce n'est pas forcément une bonne idée de s'écraser sur un objet, parce que de toute façon, il y a un programme de protection planétaire. Maintenant, on évite de trop contaminer les corps sur lesquels on va. Mais ce qui se passe, c'est que par le fait même d'avoir lancé Philae sur la comète, et d'avoir maintenant craché Rosetta, il est hors de question qu'on revienne sur cette comète un jour, parce qu'elle est contaminée maintenant. Elle est contaminée par l'homme. Donc il est hors de question qu'un jour, à l'heure actuelle, à moins que ça soit très facile, il est hors de question qu'on aille explorer de nouveau 67P, parce que maintenant elle est contaminée par les êtres humains. Alors, ça c'est une petite vidéo, ça c'est moi. Je veux dire, j'ai pris un modèle de forme de la comète, j'ai mis les conditions d'illumination, et là c'est ce qui se passe le dernier jour. Donc à 1h du matin, 2h du matin, donc petit à petit, vous avez les conditions d'illumination de la comète, et en même temps, ici, on est à la place de Rosetta. Donc voilà ce que vous voyez Rosetta de la comète le dernier jour. Donc vous voyez, le Soleil venait de la droite, et petit à petit, ça tourne, et je crois qu'on s'est craché vers 11h. Donc 11h midi,
Et vous allez voir, si on regardait les données, on voit notamment par exemple que certains spots, certains endroits de la surface éjectent plus d'eau, certains spots éjectent plus de CO2, et le point d'atterrissage final, c'est à ces alentours ici. C'est ici, on a décidé de se cracher ici, parce qu'on s'est dit c'est l'endroit le plus plat, où on aura le moins de soucis de suivre Rosetta. Alors pour vous donner une idée, forcément, je suis en France, donc forcément, je prends pour exemple ça. Mais par exemple, vous avez comme exemple, vous pouvez prendre, vous avez Londres, vous avez Madrid pour vous donner des exemples. Mais ici, par exemple, c'est la distance, c'est ce que vous avez, Louvre-Arc de Triomphe. Donc environ 4 km. Pour vous donner des idées, alors ici, vous avez un dirigeable, vous avez l'ISS, ici en tout petit. Vous avez l'Empire State Building. Là, vous avez King Kong ici, non, c'est ça. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez Godzilla. C'est pour vous donner des idées. Plus bon quand on est fan de Star Wars. Hein. Voici l'étoile de la mort en comparaison de 67p. Alors, on s'est dit, bon... alors aussi, il y a eu beaucoup de questions, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre, ça ressemble quand même à un canard. Hein. C'est ça la grande question, c'est de se dire comment je veux dire, on se limite dans les formes, on se dit, bon, précédemment, j'ai vu quelque chose d'assez allongé, avant, j'ai vu quelque chose de rond. À chaque fois, c'est par l'expérience. On se dit, je m'attends à ça, mais c'est juste parce que j'ai observé ça dans la nature juste avant. On se dit, pourquoi ça changerait? Eh ben si. Là, j'ai clairement 2 lobes, un petit, un grand, et du coup, les gens disent la tête et le corps, et généralement, les gens disent la tête du canard ou le corps du canard. Donc, alors ici, une petite carte d'identité. Alors ici, bon, vous avez la taille. Là, vous avez la vitesse de rotation, qui est d'environ 12 heures et 12,4 heures. Et ça émet pas mal d'eau. Pour vous donner une idée, au moindre de l'activité, la comète émettait entre environ 0,1 piscine olympique par jour, quand elle était au plus loin, lorsqu'on est arrivé. Et lorsqu'elle était au plus près, elle a émis jusqu'à 10 piscines olympiques par jour. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça vous fait beaucoup ou pas beaucoup. C'est à vous de voir. Mais je trouve que quand même, vous avez un facteur 100 entre les deux. C'est-à-dire que entre l'activité, quand on est arrivé, l'activité au moment où elle était maximale, on a quand même un facteur 100. Donc c'est quand même des choses on change d'ordre de grandeur. Alors, là, c'était la grande question. Je vous ai parlé de notre ami Philae, vite fait, parce qu'on a voulu quand même poser quelque chose sur cette comète, pour l'étudier de plus près. Alors, le meilleur moyen, c'est de se poser. La grande question, c'est de se dire, ah tiens, où je la pose? Où je pose ma machine à laver, où je pose Philae. Donc, le site de choix, donc ici, ça a été les différents sites qui étaient envisagés, et on a retenu le J. On s'est dit, bon, ben, allez, va pour le J, ça a l'air pas mal. Alors ici, c'est lors de la descente. C'est la descente de Philae vue par Rosetta. Donc ici, vous voyez, petit à petit, là, on descend. Forcément, il s'éloigne, donc on le voit de moins en moins bien. Vous avez 15 heures, là, ça diminue. On ne voit plus très bien. Ça commence à... Mais vous voyez quand même que la descente est longue. Hein. C'est une comète, donc il n'y a pas beaucoup de gravité. Il ne faut pas arriver trop vite. Si vous arrivez trop vite, vous rebondissez, vous repartez dans l'espace. Donc il a fallu prendre son temps, tranquillement, pour pouvoir atterrir sur cette comète. Alors, ça, c'est les images de Philae via la caméra qui s'appelle Rollis. Donc 57,9, 48,5, 38,6. Donc vous voyez quand même, bon, c'est un peu poussiéreux, il y a des gros blocs dessus. Là, vous voyez par exemple. Et là c'était, comme je vous dis, estimé. Oui, mais il y a eu un petit souci. Comme vous le savez peut-être, Philae n'est pas resté là où on pensait. En fait, notamment, ce qui s'est passé, c'est que les harpons n'ont pas marché. Donc il n'a pas pu rester agrippé à la surface là où il était censé arriver. Et là, vous avez notamment touchdown, et là, poum, il ressaute. Alors le problème, c'est que je pense que maintenant, ils ont regardé les images de nouveau, ils ont dit « Ah tiens, Philae est là ». Mais en fait, à l'origine, ça a été vraiment très dur
on s'est vraiment posé la question où il était passé. C'était vraiment... alors, surtout que quand la première image, ça a été ça, il y a eu des sueurs froides. On s'est dit, ah, c'est bizarre, c'est pas plat, je vois pas l'espace, je vois pas d'étoiles, j'ai la tête en bas, je vois un pied, je vois des roches. Alors je peux vous dire que là on a commencé à bien stresser. Moi, je travaille pas sur Philae, mais on a senti, on a palpé ce moment de fébrilité dans l'équipe. Et là, par exemple, alors là, vous pouvez... Ah, là, ça passe pas très bien. En fait, le premier touchdown est ici, là où est le pointeur. Vous avez un premier saut qui va jusque là, ici, et un deuxième qui va mettre Philae ici. Donc ici, vous avez la surface sur Rosetta et ce qu'a fait Philae. Donc l'ESA, pour rattraper le coup, dit on n'a pas fait un atterrissage sur une comète, mais on en a déjà fait 3. Hein, pour la communication, hein, quand même, hein, c'est de dire, ah, bah, tiens, essayez de faire mieux maintenant. Donc en 3 fois. Donc vous voyez quand même, à cause de la gravité, on fait quand même des sacrés bonds hein, pour une machine à laver, hein, 150 mètres de haut. Donc c'est pas mal. Alors, on ne va pas jouer à où est Charlie, mais où est Philae. Et en fait, moment de grâce, c'est dernier mois avant la fin programmée de Rosetta, 15 jours avant, on prend une image, et là, un petit point brillant, qui est là, en haut. Et là, moment de grâce, on voit Philae. Donc, même si les gens ne pouvaient pas faire grand-chose, ils se sont dit, ah, on l'a retrouvé. Alors, et comme vous le voyez, il a bien la tête en bas, il est à l'ombre, un pied en l'air, il est vraiment dans une sale posture. Donc maintenant, c'est pas que les gens sont soulagés, mais ils se disent bon, ça y est, on l'a retrouvé. C'est pas un moment, c'est pas genre quelque chose qui va frustrer, parce qu'il faut pas oublier, c'est des instruments qui ont été pensés il y a des années. Rosetta a été pensé juste après la mission Giotto, et c'est des gens, ils se sont investis une vie dessus. C'est-à-dire sur des instruments comme celui-là, qu'il y a sur Philae, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Donc vous imaginez, vous travaillez 20 ans, il se passe ça. Donc imaginez les scientifiques ce qu'ils doivent ressentir aussi. Je pense que ça doit être affreux de voir ce qui se passe là. Mais Philae a quand même réussi à communiquer quelques données avant de s'éteindre. Mais comme il était à l'ombre, il n'a pas pu envoyer suffisamment de données comme prévu. Alors, les dernières images de Rosetta, ici, donc vous avez à chaque fois, les plans représentent les dernières images. Donc ça, c'est vu de loin. Et petit à petit, on se rapproche et on va voir du bleu foncé jusqu'au bleu clair, puis on va jusqu'au rouge, donc le carré qu'on observe jusqu'à la fin. Alors, sans les effets spéciaux, voici ce qui s'est passé. Donc, pour simulation grandeur nature, voilà. Donc, il existe, si vous êtes intéressé, il existe des peluches Rosetta, il existe aussi des peluches 67P. Et donc ici, vous avez le project scientist Matt Taylor, comme j'ai dit, et Patrick Martin aussi, qui était en charge de la mission Rosetta. Donc ici, pour reproduire justement cet atterrissage sur la comète. Donc, alors je vais commencer à parler des résultats quand même, parce que j'ai quand même parlé de comète un petit moment. J'ai parlé de... Il faut quand même passer aux résultats, je suis quand même là pour ça. Donc, on va commencer sur le zoo. Alors, c'est pas moi qui ai donné cette appellation. Le zoo, ça a été donné par la responsable de l'instrument. Je vous ai montré au début. Vous avez le nez, Rosina, le nez des FMS. Donc, la responsable de cet instrument s'appelle Catherine Alveg, qui est à l'université de Berne, qui va passer en retraite maintenant, donc, qui a travaillé sur Giotto, qui était en thèse sur Giotto, et qui maintenant prend sa retraite maintenant après avoir fait Rosetta. Donc ici, vous avez, elle a appelé ça le zoo Rosetta. Donc ici, alors malheureusement, ça passe pas très bien au niveau de la résolution. Donc ici, elle a voulu schématiser, en faisant pareil pour les animaux, les différents types de molécules à l'origine présents sur la comète. Donc ici, vous avez tout ce qui s'appelle les longues chaînes de carbone. Donc je vais revenir sur les longues chaînes de carbone. Des alcools. Ici, certains, c'est pas des métaux, mais c'est là les trésors avec une croûte dure, si on veut traduire comme ça. Les volatiles.
Donc les volatiles, c'est surtout ce que vous avez. Les volatiles, c'est les espèces chimiques qui vont partir avec l'eau. Volatiles qui s'échappent facilement et qui vont être entraînés par l'eau. Donc vous avez beaucoup de volatiles dans la nébuleuse protoplanétaire. Et là, donc justement, vous avez l'azote, l'oxygène, et vous en avez encore d'autres. Ici, vous avez les salty beasts, les bêtes salées, et vous avez ceux qui puent. Alors, si vous voulez vous amuser, hein, j'ai ramené des... Ici, il y en a déjà qui prennent peur. Donc ici, j'ai ramené des cartes qui ont été imprégnées de l'odeur de ce qu'on pourrait trouver sur la comète 67P. Donc si vous voulez vous amuser à la fin, alors je dis clairement, ça pue. Et de deux, ça c'est pas permanent. Vous inquiétez pas, vous allez avoir les doigts qui sentent un peu pendant quelques temps, mais ça part. Donc je préviens. Mais vous avez notamment imprégné de choses comme l'ammoniac, qui sont des choses quand même très odorantes, voire malodorants. Et généralement, c'est proche des produits de ménage. Des produits, généralement, c'est odeurs-là. Alors, je vais aller un peu plus en détail sur certains, parce que je pense que c'est les plus faciles à aborder. Donc, ici, alors soyez pas étonnés du bruit, ça m'a surpris, mais vous allez entendre, c'est un cri de girafe. J'ai appris ce que c'était un cri de girafe. Donc, ici, vous avez les chaînes carbonées. Donc, vous mettez, c'est juste une succession de carbone et d'hydrogène. Donc ici, vous prenez un carbone, vous le saturez en hydrogène, vous avez le méthane. Vous mettez 2 carbones, vous avez l'éthane, puis après le propane, puis le butane, pentane, hexane, heptane. Et c'est ce que vous trouvez dans vos bouteilles de gaz, dans le pétrole, dans les émissions naturelles de lait bovin ou dans le gaz de ville. Il y en a qui comprendront ce que ça veut dire. Et finalement, on a trouvé ces chaînes carbonées, donc c'est des chaînes, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Donc ce que je veux aussi vous montrer comme message, c'est que ce sont des carbones ce sont des molécules que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Les alcools, bien sûr. Alors, je précise, l'alcool que vous trouvez dans vos bouteilles, c'est de l'éthanol. Mais vous avez tout un pan de la chimie organique, donc vous avez toute une catégorie d'espèces chimiques qui s'appellent les alcools. Et vous avez, justement, elle a mis des singes, justement, ça rend foufou et compagnie. Les espèces toxiques, vous en avez. Vous avez, alors, l'acétylène, le cyanure, ici, hydrogène cyanide, c'est ce qu'on appelle couramment le cyanure. L'acétonitrile, formaldéhyde, donc ce sont inflammables, corrosifs, toxiques, mais pour vous donner une idée, ça se trouve dans la fumée de tabac. Bon, je ne fume pas. Vous prenez comme vous voulez. Et les éléphants, les gros mastodons. Alors ça, le benzène, le toluène et compagnie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est permanent dans l'industrie chimique et autres. Alors, vous avez le benzène qui est très utilisé pour les parfums, dans l'industrie du parfum, mais c'est notamment utilisé dans la synthèse, matières plastiques, caoutchouc, solvants, plastifiants, détergents, parfums, colorants, additifs alimentaires, médicaments, pesticides, explosifs. Donc c'est pour vous dire que vous le rencontrez quasiment tous les jours. Ou en tout cas, ça a été fait à partir de ça. Et enfin, le roi. Le roi, pourquoi le roi? Le roi, la glycine. Donc la glycine, alors pour info, alors c'est avant tout un acide aminé, je vais revenir sur ce qu'est un acide aminé, mais c'est un additif dans les produits alimentaires, justement pour son pouvoir un petit peu sucrant, mais j'insisterai sur ça, c'est élément de base à la synthèse des protéines. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une grosse protéine dans votre corps humain, on va enchaîner des acides aminés pour construire des grosses molécules. Donc, c'est comme vous construisez un Lego, votre protéine, c'est la belle pièce qui vous a pris 10 heures, et chaque Lego, ça peut être représenté par vos acides aminés. Donc, pourquoi c'est le plus simple? Alors, en chimie, vous avez tout ça, comme acide aminé. Alanine, arginine, asparagine, aspartame, vous avez tout ce que vous voulez. Et si vous voulez vous faire une comparaison, la glycine est là. Donc quand je vous dis c'est la plus simple,
c'est la plus simple parce que vous voyez que c'est celle qui a le moins d'atomes pour considérer ça en tant qu'acide aminé. Alors, c'est l'un des plus simples aussi, c'est l'un qui a la caractéristique. Alors, vous le verrez ici, vous portez la petite lettre L. Pourquoi? L, c'est pour left. C'est qu'en fait, c'est le seul acide aminé. Alors, ça, c'est important pour la chimie du vivant, mais c'est le seul acide aminé qui n'a pas de forme symétrique. C'est-à-dire que dans les molécules que vous retrouvez dans le corps humain, ce que vous pouvez trouver, vous avez une même molécule peut avoir sa forme droite ou sa forme gauche. C'est-à-dire, pourquoi forme droite et forme gauche? Parce que je ne peux pas les superposer. Par contre, l'une est la représentation de l'autre par un miroir. Ici, vous avez toute la plupart sont des versions, ici ce sont les versions gauche, et la glycine en fait n'a pas de symétrique. Donc ce qui fait encore quelque chose de plus simple. Mais il faut savoir que la chimie du vivant, généralement, privilégie une forme ou l'autre de molécules. Alors maintenant, je vais passer sur un autre résultat, je pense qu'il est important, mais il va falloir que je passe un peu plus de temps dessus. C'est le rapport D sur H. Alors c'est quoi ce mot D sur H? Alors ici, je vous ai représenté une molécule d'eau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de molécules d'eau. Vous avez celles qui sont faites uniquement d'hydrogène, et alors l'hydrogène peut se trouver sur plusieurs formes en fait, on va commencer plutôt comme ça. Il existe l'hydrogène fait d'un seul proton et d'un électron. Vous avez aussi la forme ici qui s'appelle la forme le deutérium, qui est fait d'un proton et d'un neutron. Alors ça ne change quasiment pas ses caractéristiques chimiques et physiques, je dis bien quasiment pas, parce qu'il y a quelques variations, par exemple, par exemple cette eau-là, ne bout pas à 100 degrés, mais elle bout à une température légèrement inférieure ou légèrement supérieure de quelques degrés. Mais ça ne change pas les propriétés chimiques ou physiques globalement. Alors ici, vous avez l'eau normale qui est faite uniquement d'hydrogène de ce type-là, avec un seul proton, et d'oxygène, comme celui-là. Alors l'oxygène aussi, il existe plusieurs formes, mais on prendra la plus simple, qui est faite de 8 protons et de 8 neutrons. Et vous avez aussi une forme d'hydrogène qui s'appelle la forme deutérée, qui est faite d'un proton et d'un neutron. Vous en trouvez dans la nature. Sur Terre, il y en a un peu, mais ce n'est pas quelque chose de dominant. Et donc, dans la nature, vous avez de l'eau faite avec uniquement de l'hydrogène et de l'oxygène, et vous avez de l'eau faite avec un deutérium, un hydrogène et de l'oxygène. Alors, quel est le but scientifique de regarder ce rapport-là? C'est lorsque vous allez analyser votre eau. Alors, l'eau, ça s'appelle de l'eau semi-lourde. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, ou peut-être le mot eau lourde. Eau lourde, c'est quand il y a uniquement de deutérium. Eau semi-lourde, c'est quand il y en a un seul. Et lorsque vous allez comparer ces rapports-là, vous allez vous dire, ah tiens, tu as le même rapport, donc on a peut-être des origines communes. C'est justement le but ici. En analysant le rapport D sur H, on se dit, ah tiens, les planètes gazeuses, géantes, ont plutôt un rapport D sur H assez similaire. Donc on s'est dit, elles se sont sans doute formées au même moment ou quasiment au même endroit. Par exemple, les chondrites ont un rapport très proche. Et comme vous pouvez le voir, c'est pareil que la Terre. Donc peut-être que Terre, ou même que l'eau, parce que c'est là l'important, c'est de savoir d'où vient l'eau sur Terre. Parce que l'eau sur Terre vient des comètes. Donc c'est dans la lignée de la théorie qui s'appelle la panspermie, c'est-à-dire est-ce que la vie vient de l'extérieur de la Terre, ou est-ce qu'elle s'est formée ailleurs et qu'elle ensuite est arrivée sur Terre, ou est-ce que, par exemple, j'ai pu apporter plus ou moins des ingrédients de l'extérieur vers la Terre. Et là, on peut voir que Encelade, par exemple, qui est un satellite, c'est un peu au-dessus. Là, vous avez des comètes. Donc vous voyez déjà que les comètes, c'est pas dans la ligne de la Terre. C'est un peu plus élevé. Et là, 67P, qui est aussi au-delà. Et Halley qui était aussi au-delà. Donc la question, le point qui est remis en question ici, c'est je ne suis pas sûr que en tout cas toute l'eau sur Terre ne vient pas exclusivement des comètes. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas venir des comètes, j'ai dit qu'il ne pouvait pas venir exclusivement des comètes. Et vous voyez par exemple, c'est plus en accord avec les chondrites. Donc on se dit, ah tiens, mon eau est peut-être plus originaire de ça que de ça. Donc c'est ça le but d'analyser le rapport D sur H. Donc ici c'est 1 pour la nébuleuse protosolaire. Et là, vous avez la Terre qui est déjà plus enrichie
en eau de terre que le reste. Alors aussi, je parlerai... Alors ici, c'est pour vous donner un exemple de ce que regardent les scientifiques. Ici, vous avez... Moi, c'est ce que je vois de temps en temps, mais je me suis dit c'est bien aussi que les gens voient ce qu'on regarde tous les jours. Donc ici, vous avez la masse des atomes. Donc chaque atome a une masse particulière. L'hydrogène est environ à 1, le carbone c'est 12, l'oxygène c'est 16. Et là, vous voyez autour, donc ici on est autour de 32. Alors ici, vous voyez, ça c'est un spectre, c'est-à-dire c'est une donnée. En fonction de la masse, je regarde qu'est-ce qui est présent dans mon gaz. On voit qu'il y a du soufre, ici. On voit qu'il y a du méthanol, ici. CH3OH, c'est du méthanol. Ici, il y a d'autres composés mineurs. Et là, vous avez un gros pic. Ce gros pic, CO2, dioxygène. Alors, je dis tout de suite, ce n'est pas parce qu'on va aller sur la comète qu'on va pouvoir respirer dessus. Je précise de suite, sur la Terre, il y a du dioxygène, c'est ce qui me permet de respirer, mais ce n'est pas en allant sur 67P que je vais pouvoir respirer. Je préviens tout de suite. Mais par contre, on ne s'y attendait vraiment pas. C'est-à-dire que les modèles se disaient ce n'est pas possible d'avoir autant d'oxygène sur une comète. Donc, ça ne colle pas avec les modèles. Ça veut dire que les modèles ont faux, ou que les données sont mauvaises. Mais bon, ça va être la grande bataille. Je peux vous dire les données sont bonnes. Donc ça veut dire forcément que les modèles sont à remettre en question. Alors, ici, c'est aussi pour vous donner un autre résultat. C'est la période de rotation. Donc ici, on est à 12,4 heures au début de la mission. Et là, vous avez quoi comme période de rotation? 12,1 heures. Et là, vous passez près du Soleil. Donc à chaque fois que 67P passe près du Soleil, elle commence à tourner un peu plus vite sur elle-même. 67P. Donc à chaque fois, ça tourne un peu plus vite. Alors aussi, une surface inhomogène à cause des saisons. On voit qu'on peut séparer la surface de la comète en plusieurs régions, c'est-à-dire qu'elles ont chacune leurs caractéristiques, un albédo différent, une structure différente, une couche de poussière différente, une illumination différente, une composition différente. Donc on peut vraiment séparer ces régions-là. Là, en fait, on leur a tous donné des noms de dieux égyptiens. Oui, parce que Rosetta, on va rester dans la lignée. Rosetta a permis de traduire de l'égyptien au grec. Donc on reste dans cette lignée-là, on reste égyptien. Alors, ici, comment on a formé un tel objet? C'est la grande question. C'est comment j'en suis arrivé à former cet objet-là. Alors la question, c'est de savoir est-ce que c'était un seul objet au départ ou pas. C'était de savoir est-ce que c'était deux objets ou un seul objet. La réponse, c'est on a pris chaque lobe et on l'a regardé comme un oignon. On s'est dit, tiens, il y a plusieurs couches. Je vais regarder chaque couche. Je ne vais pas faire passer un plan. Si j'ai des plans en commun entre ce lobe-là et ce lobe-là, alors je pourrais dire que c'est juste le même objet qui a été érodé. Soit c'est deux objets qu'on a collés ensemble. Et la réponse, c'est deux objets qui ont collisionné à très faible vitesse. Mais quand je dis très faible, c'est très faible. C'est l'ordre de à peine quelques mètres par seconde. Donc vous voyez par exemple une simulation. Vous prenez deux petits noyaux cométaires et ensuite, tout doucement, parce que là vous avez juste la gravité de chacun, vous êtes quand même à un moment dans une nébuleuse protoplanétaire, ou même quand vous êtes loin, vous n'avez pas non plus de grandes planètes. Donc là, il suffit d'être juste à cette distance-là dans l'espace et être petit pour juste avoir un petit peu de gravité qui va tout simplement les attirer l'un et l'autre. Alors, cette comète aussi a une activité très bizarre, c'est qu'elle émet des jets. Vous voyez ici, vous avez un groupe, mais ce n'est pas homogène. Vous avez d'un coup un jet là, un jet là. En fonction à force de se rapprocher du Soleil, vous avez des jets de matière. Alors, vous avez une étude qui a été publiée par Vincent et al., c'est-à-dire ici c'est là où se trouve le Soleil. Vous savez, en ce moment, on est l'été, donc le Soleil, il se trouve, le point sur lequel il frappe la Terre de manière perpendiculaire, c'est au niveau du tropique du Cancer, parce qu'on est proche en tout cas entre le tropique du Cancer et l'équinoxe, parce qu'on est l'été. Là, c'est pareil. Là, c'est là où frappe directement le Soleil, la ligne jaune.
Et vous voyez que l'endroit où se situent ces jets de matière est directement là où il est censé faire le plus chaud. Donc on voit aussi que l'activité, c'est vraiment dépendant de l'illumination de cette comète, de la luminosité. Cette surface évolue, image prise à 6 mois d'intervalle, et là vous avez par exemple un effondrement de certains sols. Donc ça veut dire par exemple vous émettez du gaz qui s'évacue et hop, ça s'affaisse. Vous avez quand même une surface qui évolue. C'est pas quelque chose de rigide, c'est quand même quelque chose d'assez... je veux dire, il y a comme des poches de gaz en dessous. Et là, par exemple, là c'est un jet qu'on a observé, et on a analysé ce jet, et on a découvert qu'il n'avait pas seulement... Alors ça, la ligne, c'est censé être les conditions normales, et lorsque ce jet a été émis, l'eau n'a pas bougé, mais par exemple, vous avez du dihydrogène de soufre qui a été émis en grande quantité. Donc vous voyez, il y a comme des poches de gaz, mais pas seulement d'eau, mais aussi faites de gaz de toute nature. Alors, là j'arrive vers la fin, j'arrive vers le dernier point, c'est la présence d'une zone où il n'y a pas de champ magnétique, aussi. Donc je suis passé de la surface, là je vous ai abordé à peu près les résultats globaux. Donc l'un des résultats aussi importants, c'est que vous avez une zone, alors sur Terre vous avez un champ magnétique propre, la comète n'a pas de champ magnétique propre, je préviens. Par contre, lorsque vous allez vous approcher de cette comète-là, vous avez un endroit, ici c'est le champ magnétique, donc ici vous êtes dans l'environnement interplanétaire, vous avez du champ magnétique, et là, bim, zéro, nada, rien. Il n'y a pas de champ magnétique propre, mais vous avez une zone près de la comète dans laquelle il y a zéro champ magnétique. Ça n'arrive pas tout le temps, ça arrivait lorsque l'activité de la comète était importante, mais c'est aussi un des résultats qu'on a trouvé sur cette comète-là. Sur Halley, c'était évident, ici c'est assez particulier. Alors, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que c'est plus, j'essaye juste d'aborder les résultats les plus appréhendables. Et là, oups, je sais pas moi. Là, vous avez notamment, et là je finirai, c'est sur les résultats de Philae, parce que Philae a quand même fait quelques résultats, bien qu'il soit arrivé sur la surface, pendant quelques heures, il a réussi à donner des données et à faire du résultat. Donc, à la surface, on a pu détecter des molécules organiques, comme on en a découvert dans la coma. Des grosses molécules, comme je vous ai montré tout à l'heure, la glycine et autres, on les a détectées aussi sur la surface, forcément, puisqu'on les détecte dans la coma. Pas de champ magnétique propre. Donc aussi ça remet en cause les modèles, parce qu'on se dit, lorsque je forme les comètes seraient un peu comme des aimants, je veux dire que c'est comme si on formait des aimants, c'est-à-dire on leur imprègne un champ magnétique qu'ils devraient conserver. Et là, 67P n'a pas de champ magnétique propre, donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui cloche dans les modèles. Il y a une couche fine de poussière, quelques millimètres, quelques centimètres. Les températures à la surface, c'est relativement froid, mais ce n'est pas non plus une grande variation, ça va de moins 180 degrés à 145 degrés. Et c'est une vraie éponge. Et pour vous dire, une éponge, ça a une grande porosité, c'est-à-dire, ou c'est comme de l'emmental. C'est-à-dire, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'air à l'intérieur, donc ça a une grande porosité. Donc ici, là, vous avez 80%. Donc c'est vide. Alors vide, je ne dis pas que je trouve des gros trous comme ça à l'intérieur de ma comète, c'est juste que je trouve plein de micro-vides, de micro-cavités au sein de cette comète-là. Donc de l'ordre de millimètres, voire inférieur, mais c'est surtout du vide. Donc ça piège du gaz. Alors, je voudrais juste finir sur ce point-là, parce que avec Rosetta, ce n'est pas parce que Rosetta est mort que Rosetta, on en arrête là. Rosetta a énormément de données. On a acquis énormément de données qui n'ont pas pu être exploitées à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous avez des terras de données. Il y a des gens
mais on n'est pas non plus assez pour analyser ces données, il faut continuer de les analyser. Il y a encore des percées scientifiques à faire, mais actuellement, et il y en a sans doute pour 10 ans, mais ici c'est une vue assez schématique. Voici toutes les données qu'on a. Ça, c'est toute la science qu'on a commencé à faire avec ces données-là. Et là, c'est toute l'analyse de données. Donc ici, il va falloir commencer à mettre en ordre toutes ces données. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire, à regarder quelques bouts, à dire ah, je regarde ce jour en particulier, mais regarder 2 ans de données, c'est monstrueux. Il faut énormément de gens, il faut énormément de bras, et c'est important qu'on continue à investir dans ces missions-là. Donc, pour mot de la fin, c'est... Faut que j'en trouve un, forcément. Mais c'est surtout que ne jamais croire que les missions s'arrêtent du jour au lendemain. Ce n'est plus parce qu'on n'en parle plus aux infos qu'on ne fait plus rien dessus. Voilà. Donc je pense que je pourrais finir sur ce point-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et voilà.